Nous avons discuté des rituels insolites à Bohemian Grove, de la surveillance gouvernementale massive et des expériences clandestines de l'Agence centrale de renseignement sur le contrôle mental. Devinez quoi? Nous revenons avec plus de théories du complot étranges. Des idées autrefois jugées trop ridicules pour être possibles, mais la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Et ces théories ne sont plus seulement des théories. Elles se sont avérées partiellement vraies à un moment. Des entreprises cachant des secrets mortels aux espions animaux en passant par l'observation d'objets volants non identifiés à Roswell, voici les théories du complot insensé qui se sont avérées vraies, troisième partie. La crise des opioïdes a ruiné d'innombrables vies et causé la mort de centaines de milliers d'Américains. Même ceux qui n'ont pas perdu leur vie au sens littéral ont perdu des années à cause de l'addiction. Tout cela à cause de la surprescription de puissants analgésiques hautement addictifs qui n'ont pas été réglementés à temps pour freiner le désastre. Si les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent, commercialisent et vendent ces médicaments avaient su à quel point ils seraient addictifs, elles ne les auraient probablement pas laissés se propager aussi loin. Personne ne pourrait être moralement aussi en faillite, n'est-ce pas? Il s'avère que certaines personnes pourraient être aussi moralement en faillite. Tous ceux qui ont théorisé que les entreprises pharmaceutiques savaient dans quoi ils entraînaient les patients avaient raison. La crise des opioïdes est basée sur des mensonges et une conspiration. À son lancement en 1996, l'Oxycontin a été vendu aux médecins comme étant moins puissant que la morphine, ses propriétés à libération lente le rendant non addictif, contrairement à d'autres analgésiques similaires. Cela aurait été une excellente nouvelle si cela avait été vrai. L'Oxycontin était en fait 2 fois plus puissant que la morphine et était absolument addictif, et Purdue Pharma, ainsi que la famille Sackler qui a fondé l'entreprise, le savaient tout ce temps. Selon des documents obtenus par ProPublica en 2019, Michael Friedman, directeur des ventes et du marketing chez Purdue, a adressé un courriel à Richard Sackler en 1997 sur la différence entre la force perçue et réelle de l'Oxycontin. Friedman a écrit « Il serait extrêmement dangereux à ce stade précoce de la vie du produit de faire croire aux médecins que le médicament est plus fort ou égal à la morphine. Nous sommes au courant que de nombreux médecins estiment que l'oxycodone est moins puissante que la morphine. Je n'ai pas l'intention d'agir à ce sujet. » L'oxycodone était l'ingrédient actif dans l'Oxycontin? Sackler a répondu « Je suis d'accord ». Peu de jours après leur discussion par email, Sackler a communiqué avec Michael Cullen, un autre collaborateur de Purdue Pharma. Cullen a indiqué que la perception de l'oxycodone comme un opioïde plus faible que la morphine a conduit à une utilisation plus précoce d'Oxycontin pour les douleurs non liées au cancer. Les médecins positionnent ce produit là où le Percocet, l'hydrocodone et le Tylenol avec codéine ont été traditionnellement utilisés. Il est crucial de ne pas altérer la perception des médecins sur l'oxycodone lors de la création de supports promotionnels, symposiums, articles de revues, études, etc. Sackler a répondu « Je crois que vous maîtrisez bien cette question. » Purdue a été poursuivi à de nombreuses reprises au fil des ans pour sa commercialisation manifestement trompeuse de l'Oxycontin, mais il a toujours réglé ses poursuites à l'amiable afin d'éviter d'attirer trop d'attention négative. Cependant, en novembre 2020, Purdue a finalement admis sa responsabilité publiquement. Purdue a plaidé coupable de complot en vue de tromper les États-Unis, de violation de la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques et de violation de la loi fédérale contre les pots de vin. Procureure américaine Rachel A. Honig a déclaré que Purdue a admis avoir commercialisé et vendu ses produits opioïdes dangereux à des prestataires de soins de santé alors qu'il avait des raisons de croire que ces prestataires les détournaient vers des consommateurs abusifs. La société a trompé l'administration de l'application des lois sur les drogues sur ses mesures antidiversion, augmentant ainsi de manière frauduleuse la quantité de ses produits qu'elle pouvait vendre. Purdue a aussi soudoyé des prestataires pour encourager davantage de prescriptions de ses produits. Il y a quelques années, les coins les plus excentriques d'Internet étaient envahis par une théorie du complot concernant l'entreprise de meubles Wayfair. Beaucoup soutenaient que Wayfair faisait clandestinement passer des enfants et les vendait par le biais d'annonces en ligne. Ne craignez pas, nous n'allons pas affirmer que ces absurdités sont vraies. Cela a bien sûr été largement réfuté et n'a pas eu lieu. Cela ne signifie pas que le maquillage corporatif est totalement mythique. En fait, le géant du magasin d'artisanat Hobby Lobby a été exposé au centre d'un énorme scandale de contrebande. Il ne faisait pas de la contrebande de personnes, mais d'artefacts, y compris l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'histoire humaine. Cette intrigue secondaire d'Indiana Jones abandonnée devenue réalité a commencé en 2009, lorsque Hobby Lobby a commencé à collecter des objets à exposer dans son nouveau projet favori, le musée de la Bible à Washington, district de Columbia.
En décembre 2010, Hobby Lobby a dépensé 1 600 000 $ pour divers artefacts en provenance d'Irak, y compris des tablettes cunéiformes, des bolis d'argile, des seaux d'enveloppe d'argile et des seaux cylindriques en pierre. Certains articles étaient accompagnés de fausses déclarations de provenance non vérifiées par l'entreprise, tandis que d'autres, sans trace d'appartenance ou d'historique de vente, laissant penser qu'ils étaient probablement volés ou achetés sur le marché noir. Un expert engagé par l'entreprise pour évaluer les articles a averti qu'ils semblaient avoir été acquis par des moyens peu recommandables, mais Hobby Lobby a ignoré les avertissements et a procédé à l'expédition des articles dans plusieurs colis depuis Israël vers 3 adresses différentes de Hobby Lobby. Les étiquettes d'expédition mentaient sur le contenu des colis, les décrivant comme des carreaux de céramique fabriqués en Turquie, qui valaient entre 250 et 300 $, selon les responsables américains. Les douanes indiquent que l'achat d'articles à un prix inférieur à leur valeur, le mensonge sur l'origine et le prix, et l'envoi à plusieurs adresses depuis un autre pays sont tous des signes de contrebande. 5 des 8 colis ont été saisis par les douanes et n'ont jamais atteint Hobby Lobby. En 2017, le département de la justice des États-Unis a porté plainte contre Hobby Lobby, leur demandant de rendre les objets arrivés aux États-Unis. La raison de la plainte était double. La contrebande d'articles était non seulement une infraction aux douanes, mais aussi une violation des lois sur le patrimoine de l'Irak, ce qui en faisait également une infraction aux États-Unis. Loi sur les biens volés. Les artefacts introduits illégalement par Hobby Lobby pour leur musée de la Bible auraient été volés au Musée national d'Irak et à des sites archéologiques, selon les experts. Le 5 juillet 2017, Hobby Lobby a accepté un règlement. Il rendrait les artefacts et paierait une amende de 3 millions. Au total, ils ont dû abandonner plus de 5000 artefacts qui ont été rendus à l'Irak. La société a prétendu que tout cela était un grand malentendu et qu'elle éviterait de faire les mêmes erreurs à l'avenir. Par erreur, nous entendons commettre divers crimes. Et comme il s'avère, ils ont fait cette supposée erreur à nouveau. En mai 2020, le département de la justice a porté une nouvelle plainte contre l'entreprise. Ils ont reçu l'ordre de saisir une tablette cunéiforme de l'Irak cette fois. La tablette n'était autre que la tablette du rêve de Gilgamesh, une tablette babylonienne de 1600 avant JC qui contenait une partie de l'épopée de Gilgamesh. Hobby Lobby n'a pas pu vérifier l'origine de l'objet, qui a ensuite été déclaré falsifié. Hobby Lobby a dû une nouvelle fois abandonner l'artefact qui a été saisi par les autorités. Nous ne sommes pas des experts en musées et antiquités, mais il semblerait que Hobby Lobby devrait se concentrer sur des loisirs créatifs à l'avenir. Il existe de nombreuses théories du complot qui tournent autour des liens entre ceux qui détiennent le pouvoir politique et les forces de l'occulte. Qu'il s'agisse de liens avec des organisations secrètes ou de supposés pactes avec le diable, il semble assez populaire de lier les politiciens au surnaturel. Ce lien était plus qu'une simple théorie pour une figure politique américaine significative. Comme beaucoup d'autres femmes du sud de la Californie avant elle et après, l'ancienne première dame Nancy Reagan s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Dans son livre de 1965, Où est le reste de moi?, l'ex-président Reagan a décrit comment sa Nancy lisait quotidiennement leurs cartes astrologiques. Dans un article du LA Times, le porte-parole de l'astrologue Carol Reiter a mentionné que Reagan n'a jamais révélé publiquement son heure de naissance exacte par crainte que les gens ne lisent pas son thème natal à l'aide de ces informations et ne l'utilisent ensuite pour le contrôler. Des deux, Nancy était de loin la plus intéressée par les étoiles et les planètes et leur impact potentiel sur nos vies à tous. La fascination de Nancy pour l'astrologie partagée par Ronald s'est intensifiée après la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981. Voulant avoir quelqu'un à ses côtés qui aurait pu prédire la tentative d'assassinat, Nancy a repris contact avec une vieille connaissance, une astrologue de San Francisco nommée Joanne Kegley. Cela a marqué le début d'une relation étroite, s'étendant sur les 2 mandats de son mari à la Maison-Blanche. Dans « Pour la postérité », ses mémoires, Don Reagan, ex-chef de cabinet de l'administration Reagan, affirme que presque toutes les actions et décisions majeures des Reagan durant son mandat étaient validées par une astrologue de San Francisco pour garantir un alignement planétaire favorable. Selon Reagan, le président Reagan tenait un calendrier codé par couleur basé sur les conseils de Joanne, chaque jour correspondant à une couleur en fonction de son auspiciosité. Les jours positifs étaient indiqués en vert et les négatifs en rouge. Nancy discutait presque tous les week-ends avec Joanne, gardant leur interaction secrète pour le public américain. Après la publication des mémoires de Don Reagan, avec ses plaintes vagues sur la surimplication d'un astrologue dans l'agenda de Reagan, le nom de Kegley a été divulgué à la presse par un membre de l'administration. Nancy a appelé de manière frénétique chez Joanne où sa sœur Ruth a répondu. Nancy a insisté pour ne jamais révéler cela.
Ruth a demandé si l'administration Reagan reconnaîtrait peut-être les années de service dévoué de Joanne après la fin de leur mandat. Nancy a refusé et a dit jamais. En 1990, Joanne a saisi l'occasion de raconter son histoire dans ses mémoires. Que dit Joanne? Dans ce livre, elle fait des affirmations audacieuses sur son rôle dans la présidence de Reagan. Elle a décrit comment elle a aidé aux négociations commerciales, préparé les discours publics et veillé à la sécurité du président. Elle a même prétendu avoir lu l'horoscope de Gorbatchev lui-même et s'est attribué le mérite d'avoir influencé la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique. Avez-vous déjà remarqué que votre iPhone semble ralentir à chaque fois qu'un nouveau modèle est lancé? Ou peut-être pourriez-vous dire que votre ordinateur portable ne fonctionne plus correctement récemment, malgré toutes les mises à jour installées. En fait, ça pourrait ne pas être uniquement dans votre imagination. Vous pouvez remercier ce vilain petit concept d'obsolescence programmée ou la production délibérée de biens de consommation destinés à devenir rapidement obsolètes, forçant ainsi les clients à continuer d'acheter de nouveaux produits plutôt que de réparer ceux qu'ils possèdent déjà. En 2017, Apple a fait l'objet d'une action collective suite à leur aveu qu'ils ralentissaient intentionnellement les anciens iPhones, comme beaucoup l'avaient soupçonné depuis longtemps. Ce n'est pas le seul exemple d'Apple incitant les gens à jeter leurs anciens téléphones et à en acheter de nouveaux, plutôt que de conserver et d'entretenir les téléphones qu'ils possèdent déjà. L'association Halt à l'obsolescence programmée a porté plainte contre Apple en 2023, déclenchant une enquête sur la gestion des réparations de ces produits par l'entreprise. Halt à l'obsolescence programmée espérait que l'enquête, menée par un procureur de Paris, montrerait qu'Apple associait les numéros de série des pièces de rechange à ceux d'un smartphone, y compris via des microchips, donnant aux fabricants la possibilité de restreindre les réparations par des réparateurs non approuvés ou de dégrader à distance un smartphone réparé avec des pièces génériques. Wired a discuté avec Elizabeth Chamberlain, directrice de durabilité chez iFixit, sur l'enquête et une facette de l'obsolescence présumée d'Apple appelée jumelage de pièces. Cela concerne l'association des numéros de série indiqués par HOP. Chamberlain a évoqué la pratique sur l'iPhone, notant qu'elle se manifeste de façon pernicieuse. C'est que si vous essayez d'échanger deux écrans de deux iPhones fonctionnels, dans ces cas, les écrans échangés ne fonctionneront pas ou généreront des messages d'erreur, indiquant que l'écran n'est pas vérifié. Le manque de pièces détachées limite les options des propriétaires d'iPhone avec des écrans cassés. Ils doivent soit payer pour une réparation coûteuse par des techniciens Apple, soit simplement acheter un nouveau téléphone. Certes, Apple et d'autres sociétés technologiques ne sont pas les seuls responsables de l'obsolescence programmée. Les jouets pour enfants sont souvent fabriqués à partir de plastique de faible durabilité ou de métaux mous qui se cassent rapidement. L'industrie de la mode rapide utilise une combinaison de matériaux bon marché et de tendances qui changent rapidement pour s'assurer que leurs vêtements n'ont pas de durabilité, dans tous les sens du terme. Si cela s'abîme après une utilisation ou devient démodé en un mois, vous devrez racheter. En bref, de nombreuses entreprises bénéficient de la fabrication de produits non durables. Plus la durée de vie du produit est courte, plus ils peuvent vous convaincre d'acheter et plus ils ont de chances de réaliser des bénéfices. La cupidité des entreprises se manifeste encore. Dès qu'un mouvement de protestation émerge, les détracteurs se tiennent prêts en coulisses pour contester la sincérité des manifestants dans leur cause. L'idée du manifestant payé est une notion omniprésente. L'idée que quiconque proteste contre le statu quo ne le fait pas par principe, mais parce qu'une figure obscure les paie. Cette notion est souvent liée à d'autres théories du complot, généralement antisémites, telles que les allégations de financement par George Soros des manifestations contre la brutalité policière en 2020. Mais les manifestants payés existent. Ils ne ressemblent simplement pas à la plupart des partisans les plus vocaux de la théorie, comme pourrait l'imaginer l'ancien animateur de radio à discours incendiaire, Rush Limbaugh. Le Federal Bureau of Investigation a une histoire d'envoi de ses employés pour infiltrer les manifestations en civil. Par exemple, il a été récemment découvert qu'environ 10 informateurs du Federal Bureau of Investigation étaient infiltrés dans les camps de protestation contre l'oléoduc Dakota Access, près de la réserve indienne Sioux de Standing Rock, en 2016. En 2020, le Federal Bureau of Investigation a payé un criminel condamné pour agir en tant qu'informateur et infiltrateur lors des manifestations contre le meurtre de George Floyd par la police. Non seulement l'informateur s'est infiltré dans les manifestations, mais il prétend également avoir encouragé d'autres manifestants à devenir de plus en plus violents dans leur militantisme tout en essayant de les piéger. Cette pratique n'est pas nouvelle pour le Federal Bureau of Investigation. Dans les années 60, Counterintelligence Program a vu le Federal Bureau of Investigation placer des informateurs dans plusieurs mouvements activistes, y compris les Black Panthers, avec le même objectif de semer la discorde et d'augmenter les tensions au sein des rangs. Le Federal Bureau of Investigation n'est pas le seul derrière ces différents manifestants payés. Alors que Rahm Emanuel était maire de Chicago,
des journalistes de divers médias, y compris le Chicago Tribune, ont révélé que les résidents de Chicago qui s'exprimaient en faveur de ces fermetures d'écoles avaient en fait été payés pour être là. Ils n'ont pas été rémunérés par Emmanuel ou le révérend Roosevelt Watkins, mais ont quand même été payés pour appuyer les décisions politiques d'Emmanuel publiquement. En 2009, le Guardian a dévoilé que des centaines d'informateurs payés étaient utilisés par la police britannique pour infiltrer des groupes protestataires et transmettre des données aux autorités. Certaines des enregistrements fournis au Guardian comme preuve ont été réalisés lors de réunions entre la police de Strathside et Matilda Gifford, membre du groupe d'activistes environnementaux Plain Stupid. Gifford s'est vu proposer de l'argent pour des informations dans ces enregistrements. Un montant exact n'a pas été nommé, mais ces prêts étudiants ont été évoqués comme faisant partie de la négociation. Au cours des enregistrements, les officiers ont fait référence au prétendu réseau de centaines d'informateurs dans diverses organisations. En 2016, le Wall Street Journal a révélé que des immigrants russes soutenus par le Kremlin finançaient des manifestations aux États-Unis, payant des manifestants pour défendre des causes qui bénéficiaient au gouvernement russe. En 2012, suite aux manifestations anti-Poutine en Russie, de grandes foules de supporters de Poutine se sont rassemblés pour célébrer son investiture. Où l'ont-ils fait? Des reporters de Time ont déterminé que beaucoup de ces soi-disant partisans étaient payés pour se présenter. Ils ont été recrutés via le site massovki.ru. Un homme lié au site web, souhaitant être appelé à l'époque Sergei Vasilievitch, a raconté son expérience de rémunération des participants à la manifestation via le site. Il a affirmé qu'environ 40% des manifestants et participants étaient rémunérés un jour donné. Combien coûtait l'un de ces rassemblements une fois que tout le monde était payé? Environ 137 000 $. En 2011, un article de Cable News Network sur les manifestants pro-Moubarak au Caire, en Égypte, a révélé que ces contre-manifestants avaient été payés pour être là par le gouvernement. Ces contre-manifestants payés ont également attaqué les manifestants anti-Moubarak. Il y a donc eu de nombreux cas documentés de manifestants payés, mais la personne qui paye la facture tend à être, plus souvent qu'autrement, un représentant du statu quo contesté. Parfois, il se range du même côté que ceux inquiets des manifestants rémunérés. Par exemple, Poutine a affirmé que des étudiants manifestants étaient rémunérés pour s'opposer à lui. En ce qui concerne la panique des manifestants payés, l'appel vient de l'intérieur de la maison. Durant l'élection de 2016, des rumeurs ont émergé sur la diffusion d'informations fausses et de désinformation par des Russes visant à influencer la politique des États-Unis. Croyez-vous que nous avions fini avec la Russie? Le gouvernement russe et les conspirations s'associent comme le beurre de cacahuète et l'espionnage. En 2018, le Sénat américain a rapporté que des campagnes de désinformation russes ont ciblé YouTube, Tumblr, Instagram, PayPal, Facebook et Twitter en 2016 pour diffuser de la propagande. Le rapport compilé par le projet de propagande computationnelle de l'Université d'Oxford a lié ces campagnes à l'agence de recherche Internet, une entreprise russe alléguée par les États-Unis, communauté du renseignement comme une ferme de trolls liée au gouvernement russe. Les campagnes diffusaient une désinformation sur le processus électoral et des messages incitant les conservateurs à soutenir Trump lors de l'élection. Durant quelques années, la machine de désinformation russe s'est focalisée sur la guerre en Ukraine. La campagne, en utilisant des allégations de laboratoires de guerre bactériologique et d'infiltration nazie en Ukraine, a cherché à diminuer le soutien américain pour l'Ukraine. En 2024, les tentatives d'ingérence dans les élections américaines semblent toujours en cours. Ils ont simplement changé de forme. The Associated Press News a rapporté le 1er mars 2024 que les médias d'État russes et les comptes en ligne liés au Kremlin diffusaient de la désinformation sur l'immigration et la criminalité des immigrants dans le but de susciter la peur autour de la frontière mexicaine. Ces publications ont été décrites comme trompeuses ou même entièrement fabriquées. Une campagne connue sous le nom de Doppelganger a continué à prospérer sur Facebook en grande partie sans contrôle, même après avoir été exposée en 2022 et sanctionnée par l'UE. Cette campagne cible les électeurs européens, attirant l'attention des autorités françaises et allemandes, non pas des citoyens américains. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires européennes, a déclaré qu'il n'y avait pas une semaine sans une campagne de désinformation coordonnée visant la France au cours des 6 dernières semaines. La campagne a principalement consisté en l'achat et la promotion d'annonces politiques par des sosies sur Facebook, en utilisant des milliers de fausses pages. Meta a promis de revoir ces pages, mais la désinformation apparaît plus rapidement qu'elle ne peut être supprimée. Le premier ministre belge Alexander Ducrot a aussi commenté le problème. D'après nos renseignements, les buts de Moscou sont évidents. Aider à élire davantage de candidats pro-russes au Parlement européen et renforcer le discours pro-russe dans cette institution.
Seul le temps dira si ces efforts réussissent et si les entreprises de médias sociaux peuvent stopper les campagnes généralisées. Passons maintenant à quelque chose de totalement différent et moins stressant. L'une des théories du complot les plus drôles est celle à laquelle pratiquement personne ne croit réellement. Les oiseaux ne sont pas réels. Popularisé par une vidéo Vine qui s'est ensuite transformée en un mouvement parodique populaire, Birds Aren't Real insiste sur le fait que tous les oiseaux aux États-Unis ont été tués par l'administration Reagan et remplacés par des espions surveillant nos mouvements. Rassurez-vous, nous n'allons pas prétendre que le pigeon dehors à votre fenêtre est un drone espion. Mais l'idée que le gouvernement américain utilise des animaux comme espions n'est pas si farfelue. Dans les années 60, l'Agence centrale de renseignement cherchait une méthode innovante pour espionner les ambassades soviétiques. Alors, ont-ils utilisé des oiseaux? Certainement pas. Ne sois pas absurde, ils ont utilisé des chats. L'opération Acoustic Kitty de l'Agence centrale de renseignement visait à faire des chats des dispositifs d'espionnage. Cela serait réalisé en implantant un microphone dans l'oreille du chat et un émetteur à la base de son crâne. Une fois le chat suffisamment équipé de micros et probablement contrarié, il était formé pour s'installer près des officiels étrangers et enregistrer leurs discussions. Vous savez que les chats sont reconnus partout pour leur facilité à être dressés, n'est-ce pas? C'est l'inverse. Cela expliquerait l'échec du premier et unique test officiel. La Agence centrale de renseignement a préparé un chat acoustique, l'a conduit au parc, le laissant enregistrer la conversation entre deux hommes assis sur un banc. Le chat, au lieu de rester immobile, s'est promené dans la rue et a été percuté par un taxi. Le projet d'espionnage acoustique via chat a été vite abandonné, mais l'Agence centrale de renseignement n'a pas renoncé à l'idée de transformer les animaux en espions. Nous avons déjà menti. Il y a des complots partout, y compris à l'Infographics Show. Des espions oiseaux existaient pendant la guerre froide. Des pigeons, pour être exact. Le Bureau de recherche et développement de l'Agence centrale de renseignement a créé une caméra assez petite et légère pour être portée par un pigeon. La caméra était attachée à un pigeon avec un harnais et déployée sur une zone que l'Agence centrale de renseignement voulait recueillir plus d'informations. Les photos étaient prêtes à être examinées au retour du pigeon. L'Agence centrale de renseignement a aussi dressé un corbeau pour placer des dispositifs d'écoute sur les rebords de fenêtres, mais aucun son exploitable n'a été obtenu par les dispositifs placés. L'Agence centrale de renseignement n'a pas seulement utilisé de vrais animaux comme espions, elle a également créé de faux animaux. En cherchant un moyen de collecter des échantillons d'eau sans être détecté dans certaines zones, le Bureau des technologies et programmes avancés a développé une paire de véhicules sous-marins sans pilote en forme de poisson-chat, surnommés Charlie et Charlene. Ces poissons télécommandés collecteraient des échantillons d'eau que l'Agence centrale de renseignement pourrait inspecter pour des résidus nucléaires ou d'autres substances suspectes. Les oiseaux existent, mais imaginez si les insectes n'étaient pas réels? Nous mentirions, essentiellement. C'est plutôt qu'un insecte en particulier n'est pas réel. Dans les années 70, le Bureau de recherche et développement de l'Agence centrale de renseignement a créé l'Insectotoptère, un véhicule aérien sans pilote déguisé en libellule. Initialement, l'idée était de camoufler le véhicule aérien sans pilote en bourdon, mais le département doutait de sa capacité à imiter les trajectoires de vol aléatoires des abeilles. De plus, toute personne qui aurait repéré la fausse abeille aurait pu être tentée de la chasser par peur d'être piquée. Alors, c'était une libellule. L'insectitoptère était un dispositif d'écoute ou un micro avec un petit moteur faisant battre ses ailes de haut en bas. Il était assez rapide pour passer pour le vrai, capable de voler 200 mètres en 60 secondes. Mais il y avait un obstacle inattendu pour le petit micro espion, le vent. L'insectitoptère serait emporté par des vents de travers supérieurs à 5 miles par heure. Un espion qui peut être vaincu par une légère brise n'est pas très utile. En 1947, quelque chose d'étrange est tombé du ciel au-dessus de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cet objet volant non identifié a attiré l'attention nationale, surtout de ceux qui croyaient en la vie extraterrestre. L'armée de l'air des États-Unis a annoncé que l'objet n'était pas une soucoupe volante, mais un ballon météorologique. Cependant, des rumeurs suggèrent que cette affaire est une dissimulation gouvernementale pour cacher que des extraterrestres ont chuté sur Terre. Eh bien, ils avaient raison. Probablement pas sur la partie des extraterrestres, mais ceux qui doutaient de l'histoire officielle de l'armée de l'air étaient sur la bonne voie. Ce qui est tombé du ciel à Roswell n'était pas un ballon météorologique ou une soucoupe volante, mais appartenait au projet Mogul. Roger Lonius, ancien conservateur de l'histoire de l'espace au Smithsonian National Air and Space Museum, a parlé avec le Smithsonian Magazine de toute cette saga, déclarant apparemment il était préférable du point de vue de l'armée de l'air qu'il y ait une soucoupe volante extraterrestre écrasée là-bas, plutôt que de dire la vérité. Qu'était précisément le projet Mogul et pourquoi était-il si secret? Le projet Mogul était un programme gouvernemental classifié dans lequel des ballons à haute altitude étaient lancés dans l'ionosphère, dans le but de surveiller les essais nucléaires russes. Les ballons du projet Mogul,
étaient envoyés à une altitude de 10 à 20 km, où ils emprunteraient le courant jet supérieur en direction de la Russie. Mais évidemment, l'ONUS a dit que quelque chose est arrivé à ce ballon. Il est revenu sur Terre et a probablement été dispersé sur une large zone. L'histoire authentique de Roswell a émergé dans les années 90, quand un représentant du Nouveau-Mexique a sollicité la Cour des comptes pour faire pression sur le Pentagone. Sur la déclassification des documents de Roswell, un rapport de l'armée de l'air a été publié en 1994 concluant que Roswell provenait très probablement de l'un des ballons moguls qui n'avaient pas été récupérés auparavant. Cela semble correspondre au rapport indiquant qu'un des ballons lancés au Nouveau-Mexique en juin 1947 n'a jamais été récupéré après sa mission. Bien sûr, au moment où l'armée de l'air a admis la véritable histoire, il était trop tard pour remettre le proverbial génie extraterrestre dans la bouteille. L'Amérique avait une véritable fièvre d'objets volants non identifiés et le seul remède était plus d'objets volants non identifiés S. Moins de théorisation et de spéculation, plus de recherche de preuves de vie extragalactique. Beaucoup croient encore que la dissimulation n'a jamais pris fin et que l'explication du projet Mogul n'est qu'une autre couche de mensonges gouvernementaux. Connaissez-vous l'expression « même si vous êtes paranoïaque, ils peuvent quand même vous poursuivre » ? Bien que cela ne soit pas judicieux pour beaucoup, notamment pour les particuliers, cela semble avoir pu concerner un des plus renommés écrivains d'Amérique. A. E. Hotchner, auteur des livres Papa Hemingway et Hemingway et son monde, a écrit dans le New York Times qu'il croyait que la mort tragique de Hemingway pourrait avoir été liée à sa conviction de longue date que le Federal Bureau of Investigation l'espionnait. Hotchner a décrit une rencontre avec Hemingway en novembre 1960 où Hemingway a dit « C'est le pire enfer. L'enfer le plus maudit. Nous utilisons la voiture de Duke car ils ont mis des micros partout. La mienne est sur écoute. Tout est sur écoute. Téléphone inutilisable, courrier intercepté. » Autrefois considéré comme une illusion paranoïaque, l'histoire a montré que Hemingway avait raison concernant l'intérêt du Federal Bureau of Investigation pour son espionnage. Dans les années 80, le dossier Federal Bureau of Investigation de Hemingway a été déclassifié suite à une demande de liberté d'information par Jeffrey Myers à l'Université du Colorado. Le dossier cataloguait les liens de Hemingway avec le travail antifasciste et incluait un rapport de l'agent spécial qui avait reçu l'ordre de suivre Hemingway et de l'espionner en personne. Le dossier faisait plus de 120 pages, suggérant que Hoover et le bureau étaient beaucoup plus intéressés par la surveillance de Hemingway que quiconque ne l'avait réalisé alors que l'écrivain était encore en vie. Nous avons commencé cette vidéo avec la cupidité des entreprises et nous la terminons avec, vous l'avez deviné, encore plus de cupidité des entreprises. L'essence au plomb était autrefois complètement normalisée, standard à trouver dans n'importe quelle station-service. Le plomb est extrêmement dangereux et associé à de nombreux problèmes de santé. Donc, comment les entreprises de gaz pouvaient-elles ignorer les conséquences potentielles? Vous connaissez déjà la suite? Ils le savaient. En 1921, Thomas Midgley Jr., ingénieur chez General Motors, a découvert un additif permettant d'éliminer le cliquetis, soit la combustion irrégulière du carburant, dans les moteurs de voitures. Le tétraéthyle de plomb est aussi appelé tétraéthyle de plomb. Bien sûr, ils auraient pu utiliser de l'éthanol à la même fin, mais cela n'aurait pas pu être breveté ou contrôlé par GM, alors pourquoi le faire? Donc le tétraéthyle de plomb a été choisi, malgré le fait qu'en 1922, un dirigeant de DuPont l'a décrit comme très toxique s'il est absorbé par la peau, entraînant presque immédiatement une intoxication au plomb. Mais il a quand même été mis sur le marché, et en février 1923, le premier réservoir d'essence plombée a été vendu. Entre-temps, Midgley était alité chez lui, gravement intoxiqué au plomb. Imaginez, l'année suivante, 5 employés meurent de telle exposition à la raffinerie Standard Oil du New Jersey, mais l'essence plombée est toujours en vente. Il y avait même un rapport du service de santé publique en 1926 qui affirmait qu'il n'y avait aucune raison d'interdire la vente d'essence plombée tant qu'il y avait un moyen de protéger les travailleurs pendant sa fabrication. L'essence plombée a finalement été interdite en 1996, mais d'ici là, le mal était déjà fait à des générations entières d'enfants exposés au poison. L'exposition au plomb chez les enfants peut entraîner des lésions neurologiques, l'hyperactivité, des problèmes de comportement, des troubles d'apprentissage et une augmentation de la criminalité violente. Même sans vente d'essence plombée, le plomb persiste dans l'environnement, laissé par les vapeurs d'essence des décennies passées. Mais bon, au moins les moteurs ne cognent plus. Ça vaut le coup, non? Découvrez maintenant des théories du complot loufoque devenues réalité ou visionnez cette vidéo.